Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier qui est organisé par la CCI Lyon Métropole dans le cadre d'un cycle d'ateliers du Forum de l'International sur le thème du développement à l'international des entreprises. Aujourd'hui, on va commencer le cycle par un atelier sur le thème de l'information stratégique. On sera accompagné d'experts du réseau IES Aura. Pendant cet atelier, la première partie, les micros seront éteints pour un meilleur confort d'écoute. Vous pouvez poser vos questions via le chat. Le webinaire est enregistré et à la fin du webinaire, vous recevrez un questionnaire de satisfaction que vous pouvez remplir. Maintenant, je vais laisser la main à l'animatrice Ombline de l'Aprel qui va vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, nous avons donc la chance d'avoir aujourd'hui tous les membres du collectif IES Aura, donc un collectif qui est donc dédié à la promotion de l'intelligence économique et stratégique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il permet donc de réunir différentes expertises dans différents domaines, vous allez le voir, donc autour de l'intelligence économique. Donc on va commencer. Donc Alexandre Sonnet, vous faites partie de ce collectif et vous êtes également directeur de YouMind, une société spécialisée dans le data intelligence et la veille concurrentielle. Vous êtes, tout comme ce collectif, membre du SYNFI, donc le syndicat français des professionnels de l'intelligence économique. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est l'IES Aura? Oui, bien sûr. Merci Ambline et bienvenue à tous dans notre atelier. Donc IES Aura, c'est un groupement d'experts de l'intelligence économique dans la région Rhône-Alpes. Nous avons voulu en fait nous rassembler parce que l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des actions coordonnées de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations pour la prise de décision. Et ces actions sont menées dans un cadre légal et éthique, ce qui recouvre évidemment beaucoup d'expertises différentes. Et c'est pourquoi nous avons voulu nous rassembler, parce que nous ne sommes pas concurrents, au contraire, nous sommes plutôt partenaires et nous travaillons en réseau. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé ce collectif IES Aura, de manière à pouvoir offrir aux entreprises une palette assez large de services d'information décisionnelle. Et donc, c'est le message qu'on veut porter aujourd'hui ensemble, c'est qu'en fait, l'intelligence économique, c'est pas seulement l'apanage de grands groupes, c'est aussi accessible aux petites entreprises aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut vous démontrer aujourd'hui. Donc, on va aborder, peut-être Ambline, tu peux passer la slide suivante, hein, simplement pour expliquer rapidement l'intelligence économique, hein, ce qu'on appelle le cycle du renseignement, qui sont vraiment les processus de collecte, de capture d'informations, d'analyse et de diffusion aux dirigeants d'informations décisionnelles. Et donc, en fait, tout ça implique beaucoup de compétences différentes. Donc, on va voir aujourd'hui différents points. Par exemple, tout ce qui peut être fait en interne dans les entreprises. Donc, c'est d'abord comment organiser le dispositif humain et former ses équipes. Et ensuite, on va voir tout ce qui peut être fait aussi à l'extérieur, c'est-à-dire comment aller chercher des expertises à l'extérieur de votre entreprise, notamment, par exemple, pour s'informer sur ses partenaires à l'étranger, ou pour surveiller ses marchés à l'international, ou encore pour innover face à la concurrence internationale. Donc voilà, pour présenter rapidement IES Aura, je vais laisser peut-être les autres se présenter rapidement. Oui, tout à fait. Pour explorer du coup ensemble ces différentes questions et ces différentes problématiques, je vous propose de faire un tour de table un peu virtuel, pardon, pour vous présenter rapidement vos expertises, vos complémentarités. Patrick Devaux, si vous voulez bien commencer, c'est à vous. Merci Ambline. Donc, je suis Patrick Devaux. J'ai passé d'abord 28 ans de carrière militaire, notamment dans le renseignement. Puis, j'ai intégré le groupe Airbus pendant 13 années comme senior vice-présidente chargée de l'intelligence économique. Ces 13 années, elles m'ont permis de m'apercevoir de la méconnaissance, y compris dans un groupe comme Airbus, sur la possession par les employés d'informations stratégiques nécessaires à l'entreprise à tout niveau. C'est pour ça qu'en arrivant à Lyon et après avoir rencontré des entreprises de taille intermédiaire, je me suis donné comme objectif d'aider ces entreprises à mieux maîtriser les risques les concernant, notamment à l'international, et à organiser la collecte d'informations stratégiques au sein de leur entreprise en s'appuyant notamment sur les talents de leurs employés, au départ sans faire appel à une structure externe.
Voilà ce que je peux dire en résumé. Merci Patrick. Christophe Amande, si vous voulez bien vous présenter également. Oui, merci Ambline. Donc moi je suis donc Christophe Amand, je suis le président de la société Vauban, qui est un cabinet lyonnais d'intelligence économique, un petit peu atypique puisque nous fédérons et on travaille avec un peu plus de 300 experts indépendants à travers le monde. Donc pour des missions de conseil, mais aussi on fait de la maîtrise d'ouvrage. Grosso modo, on se positionne comme des facilitateurs. Comme c'est un monde qui est un peu compliqué, donc on se positionne entre les clients, les entreprises, les dirigeants, et puis les experts comme les membres d'IES Aura et puis d'autres, donc pour trouver les bonnes personnes qui correspondent à la bonne mission. Mais surtout, chez Vauban, on développe énormément la formation, puisque on s'intéresse aux TPE, PME, PMI, et on trouve intéressant d'internaliser le savoir-faire d'intelligence économique au sein de l'entreprise, de faire rentrer la culture de l'intelligence économique dans l'entreprise pour permettre de travailler en externe, mais en connaissant le retour sur investissement, les problématiques et ce qu'on peut demander à des experts externes, ou en internalisant pour pouvoir aller plus vite et à moindre coût sur des opérations de veille, de renseignement ou de sécurité d'affaires. Voilà qui nous sommes. Merci beaucoup Christophe. Nouzhaziani, si vous voulez bien poursuivre. Bonjour Ambline, bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc moi je suis Nouzhaziani, je suis directrice des risques export et d'intelligence économique pour le groupe Urios. Pour le groupe Urios, nous sommes un cabinet de conseil, une centaine de personnes, on est basé à Lyon, Paris et au Portugal à Lisbonne. Donc, cabinet de conseil, je vous le disais, on accompagne en fait les entreprises depuis plus de 20 ans déjà pour les aider à sécuriser en fait tout le risque client, fournisseur, en France comme à l'international, accélérer le cash, financer aussi le BFR. Donc en fait, on intervient aussi en matière d'intelligence économique et je suis là à ce titre aujourd'hui, donc autour des sujets de conformité, mais aussi des due diligence qu'on peut mener en France et à l'international. Merci Nouza. Christophe Sabatier, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Ambline. Je suis Christophe Sabatier, donc le dirigeant de BioLedge. Nous sommes une société spécialisée en intelligence stratégique pour les acteurs des sciences de la vie. Donc tout ce qui est industrie pharma, biotech, cosmétique, medtech, nutrition. Et nous sommes des consultants scientifiques seniors, donc on a une expérience dans l'industrie. Et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est recherche et analyse de l'information, que ce soit scientifique, technologique ou concurrentielle, sur ces secteurs-là, pour aider les entreprises à mieux comprendre leur environnement stratégique et en s'appuyant sur des approches basées sur les données et des interviews d'experts. Merci Christophe. Et enfin, Alexandre Sonnet. Oui, Ambline, merci. Donc effectivement, nous, depuis plus de 15 ans maintenant, YouMind est spécialisé dans la veille digitale et le data intelligence, c'est-à-dire que nous sommes spécialisés dans la surveillance d'écosystèmes pour détecter des signaux faibles de menaces et d'opportunités pour l'entreprise. Donc concrètement, ça veut dire qu'on fait plusieurs types de veille, une veille concurrentielle pour regarder les mouvements des concurrents, technologiques, réglementaires, veille commerciale pour détecter des projets intéressants ou des appels d'offres, ou surveiller encore les prix du marché. Et nous avons au début de l'année lancé une cellule de veille spécialisée sur les problématiques d'environnement, tout ce qui concerne l'empreinte carbone, le stockage et la capture d'énergie, l'économie circulaire, les cycles de vie de produits ou l'énergie renouvelable, la chimie verte, gestion des déchets, bref, beaucoup de problématiques qui vont tourner autour de l'environnement. Et donc, que ce soit en France ou à l'international. Merci beaucoup Alexandre. Donc merci pour ce tour d'horizon. Maintenant, pour rentrer dans le détail de vos spécificités, de vos process, j'ai plusieurs questions à vous poser. Et d'ailleurs, vous, je m'adresse aux participants, si vous avez des questions un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à mettre votre question dans le chat. Voilà, c'est fait pour, donc n'hésitez pas. Pour avoir un système d'information externe efficace, une entreprise a d'abord besoin d'une structure humaine pour animer et gérer le dispositif à mettre en place, pour aider ensuite les dirigeants à prendre les bonnes décisions.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment mettre en place une organisation humaine, je dirais, adaptée? Je vais peut-être répondre à cette question. Comme je vous l'ai dit précédemment, avant de faire appel à des structures externes, il est nécessaire de s'organiser en interne. En interne, pour pouvoir améliorer la circulation de l'information stratégique qui est bien souvent détenue par les employés au sein de l'entreprise. Alors pour ce faire, moi je propose un audit. D'abord, ma proposition, ça s'établit en 3 temps. D'abord, un audit pour faire une étude ciblée et précise des besoins en information stratégique au sein de votre entreprise. Puis, à partir de cette première analyse, un audit de la structure pour savoir qui détient tout ou partie de l'information et qui pourrait en détenir davantage à l'avenir. D'ailleurs, je dois préciser que toute la partie organisation humaine de l'audit profite de cette expérience de LM Conseil que j'ai par ailleurs. Celle-ci s'appuie sur la connaissance des compétences innées acquises de chaque individu. Et cette étude peut se faire de façon individuelle ou collective. Dans un deuxième temps, je propose d'organiser la veille de façon technique, peut-être aussi, si vous le souhaitez, avec l'aide d'un autre membre de l'IES-Aura, comme Alexandre Sonnet, par exemple. Ensuite, je propose de créer un référent et une cellule de synthèse de façon à organiser la circulation de l'information. Et enfin, dans un troisième temps, je me propose d'accompagner, si vous le souhaitez, par la mise en place d'un suivi de la transformation au sein de votre entreprise et éventuellement organiser une formation avec l'aide d'un autre membre de l'IES-Aura comme Christophe Hamon. Voilà, Ambline. Merci beaucoup, Patrick, pour ces différentes étapes, ces différents process. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner un peu concret sur justement un développement pour des TPE, PME à l'international dans ce cadre-là? Alors moi, je vais prendre un exemple que j'ai eu chez Airbus. Airbus, qui est un avionneur bien connu. C'est un exemple de manque de connaissance de ce que possédaient leurs employés, les employés d'Airbus. Vous savez que le nerf de la guerre concernant un constructeur d'avions est aussi le gain en carburant. Donc, il peut le faire notamment grâce à l'amélioration technique des moteurs. Bon, l'avionneur n'est pas un motoriste. Donc, le besoin stratégique est entre autres de connaître l'évolution prospective des moteurs chez les motoristes. Airbus, pour cela, a mandaté un grand cabinet de conseil pour faire cette étude, sans savoir, comme je lui ai fait remarquer, que la majeure partie des informations stratégiques étaient détenues en ordre dispersé chez les ingénieurs d'Airbus. Et voilà, Airbus aurait pu gagner, si vous voulez, du temps et du financement avant de faire appel à un audit externe. Merci Patrick. Donc une fois qu'on a organisé du coup humainement une entreprise, il est bon ensuite de pouvoir former les équipes pour davantage structurer la démarche d'IE. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être aussi de l'intérêt de la formation pour la prise d'informations justement à l'international? Je vais peut-être répondre à cette question. La formation permet deux choses. Elle permet avant tout de rentrer dans une sensibilisation de l'entreprise et de faire rentrer l'intelligence économique dans les savoir-faire. Donc pour une PME ou une TPE ou même pour les grands groupes qui vont sur l'international, ça permet de pouvoir connaître ce que c'est que la veille, ce que c'est que le renseignement économique, qui sont les deux points forts. Après, il y a aussi d'autres choses qui entourent ces savoir-faire, mais aussi d'internaliser, c'est-à-dire de trouver des personnes qui vont être en charge de faire ce travail-là. Et pour des PME
de taille moyenne, souvent ce sont les dirigeants eux-mêmes qui se forment, plus un de leurs collaborateurs, responsables commercial d'export, etc. Et ça leur permet, à moindre coût, puisque il y a souvent des prises en charge faites par les OPCO, de pouvoir savoir réaliser une veille en quelques heures, de pouvoir savoir chercher une information qui n'est pas facilement trouvable, ce qu'on appelle en source ouverte, ce qu'on appelle l'OSINT. Et donc voilà, donc c'est vraiment enrichir les collaborateurs et l'entreprise de savoir-faire et se battre presque à armes égales avec des grands groupes qui ont aussi ces services-là ou qui les externalisent. Donc il y a vraiment un intérêt économique, de rapidité, et puis surtout, l'international demande de la recherche constante, puisqu'on n'est pas à côté des personnes, donc il y a la recherche humaine bien sûr, des informations, mais aussi tout ce qui se passe sur Internet, et il y a des vrais savoir-faire et des vrais outils qui permettent de pouvoir chercher les bonnes informations. Est-ce que Christophe, vous pouvez nous donner un exemple concret que vous avez en tête? Oui, bien sûr. Une des dernières formations que l'on a fait pour un syndicat qui est sur l'île de la Réunion, donc on reste sur le territoire français, mais ces entreprises en plein Covid avaient un problème, c'est que le sourcing à l'international devenait compliqué, il fallait trouver de nouveaux fournisseurs. Comme vous le savez peut-être, sur l'île de la Réunion, très peu de choses se produisent en interne, c'est beaucoup du sourcing, et donc on a eu 12 stagiaires qui étaient des chefs d'entreprise en finale, de PME industrielles, qui se sont formés à la veille et au renseignement économique, les deux groupés, pour pouvoir mieux sourcer, trouver de nouveaux fournisseurs. Donc voilà, alors ce qui est amusant et intéressant, c'est que comme 90% de nos formations se font en distanciel, donc on avait un des meilleurs formateurs dans ce domaine qui était sur Paris, on avait nos clients qui étaient sur l'île de la Réunion, un qui était au Cambodge, donc du multisite international, et on a pu réunir ces personnes-là sur une formation de 9 heures, et on a eu un retour extrêmement positif. Je crois qu'on a eu 9,2 sur 10 en résultat, et donc c'était une opération comme on peut en faire, et derrière, en retournant vers ces personnes-là, on s'aperçoit que ça leur sert tous les jours, même hors Covid. Aujourd'hui, ils ont ce savoir-faire dans l'entreprise. Merci beaucoup Christophe. Donc si je comprends bien, donc une fois qu'on a audité et organisé humainement l'entreprise, une fois qu'on a aussi formé les opérationnels à mieux structurer leur démarche d'IE, comment faire ensuite pour aller plus loin en matière d'information et notamment concernant les partenaires commerciaux à l'international? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous Asiani notamment, votre activité, nous éclairer sur les accompagnements aussi possibles sur ce volet et quels en sont les process? Bien sûr, Ambline. Donc, effectivement, notre cœur de métier chez Urios, c'est la data. Donc, en fait, l'information stratégique, elle peut être utilisée en réalité sur toute la chaîne de la gestion du risque client aux fournisseurs, en France et à l'international, de l'amont à l'aval, finalement. Alors, comment, quand on souhaite évaluer la santé financière d'un client, déjà d'un prospect, s'assurer quand même, savoir à qui on a affaire, si ce partenaire est solide, d'un client existant déjà, pour voir s'il y a des rumeurs défavorables, aller un petit peu plus en avant sur cette information, et puis peut-être d'un fournisseur stratégique pour vous éviter de la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Donc déjà sur ce volet-là, sur la partie solvabilité d'une entreprise, nous on a un réseau de correspondants à l'international, et effectivement on peut pousser l'information à son maximum. On peut également, enfin vous pouvez en tout cas également aller plus loin sur cette étude de solvabilité et garantir l'encours sollicité, l'encours sollicité à la ligne ou sur plusieurs positions. Vous pouvez aussi, toujours autour de cette data stratégique, adresser aussi des risques de conformité. On parle beaucoup de la loi Sapin 2, on en a parlé beaucoup, surtout pour les grands comptes, mais indirectement, ça concerne aussi vos entités, TPE, PME, sur ce volet-là, puisque vous êtes vous-même, en tout cas, amené peut-être à répondre à des appels d'offres. Donc, ces études de compliance check peuvent aussi vous aider à prévenir contre le risque de corruption et de réputation, évidemment, sur lesquels les grands groupes vont regarder, que les grands groupes, vont regarder si demain vous traitez avec eux. Vous pouvez aussi, évidemment, toujours autour de cette data, solliciter une due diligence qui est un petit peu, on va dire, la partie la plus complète. C'est une vision à 360 degrés d'un partenaire à l'international ou en France, mais surtout à l'international. On sait que l'information est un petit peu plus rare, un petit peu
compliqué à les récupérer. C'est ce que disait Christophe tout à l'heure, je le rejoins complètement. Il faut quand même effectivement avoir recours à des experts qui savent aller chercher, aller récupérer l'information, aller l'interpréter et peut-être la compléter suite aux différentes démarches que vous aurez accomplies en interne ou via la formation. Voilà un petit peu les grandes solutions que vous pouvez utiliser pour sécuriser au maximum votre business à l'international. Merci Nouza. Et est-ce que vous avez un cas concret à nous donner pour pouvoir illustrer tout cela? Oui, effectivement. Alors ça sera sur un distributeur, un futur distributeur potentiel. On a eu un client qui a voulu un petit peu en savoir plus sur ce représentant à l'international. C'est vrai que qui dit représentant à l'international dit image. Finalement, c'est votre image qui va être véhiculée à l'international. Donc, avant de donner le go, notre client nous a demandé de faire une due diligence la plus complète possible sur ce partenaire. Alors, comment on fait, nous, concrètement? On allie un petit peu des techniques de recherche en source ouverte avec des techniques d'intervention humaine. On va aller récupérer toute l'information disponible sur cette entreprise et ses décideurs. Il ne faut pas oublier quand même que derrière la personne morale, il y a plusieurs personnes physiques et pas forcément celles que vous pensez qui sont, au niveau en tout cas de ce tour d'horizon. Et on a une approche en fait par les risques. Alors une approche par 5 typologies de risques, je vais les résumer rapidement. Donc on a une typologie de risque qui va être le risque business. Pourquoi? Parce que alors une des choses importantes, ça va être déjà de confirmer l'existence légale d'une entreprise. C'est encore plus vrai à l'international. Parfois, on vous envoie des certificats d'incorporation, d'immatriculation en quelque sorte. Il faut quand même les confirmer, les vérifier, voir la véracité de ces documents. Donc, on regarde un petit peu cet aspect légal de l'entreprise, quelle est son activité, son business model. On essaie de faire un tour d'horizon de son portefeuille client, de son portefeuille fournisseur. Donc ça, c'est le premier risque que l'on va adresser, le risque business. Ensuite, on va s'intéresser aux hommes qui sont derrière cette entreprise et à l'homme en particulier, qui va représenter votre entité demain à l'international, avec une sorte de background check. En fait, on va regarder son parcours professionnel, voir un petit peu ses mandats passés, présents, s'il est présent, en tout cas sa réputation sur le net, visible et invisible. On en parlera certainement un petit peu plus tard. Et puis, on va regarder le bénéficiaire effectif, si c'est la personne qui représente votre futur représentant, elle a bien une réputation correcte, qu'il n'y a pas de choses un petit peu nuisibles qui pourront se retourner contre votre réputation ou votre image demain. Donc, on fait une cartographie du réseau d'affaires de cette société et de son principal animateur. On adresse évidemment le risque financier, puisqu'il est aussi notre cœur de métier. On va faire parler les chiffres, on va faire parler des bilans, on va récupérer des bilans, ceux qui ne sont pas forcément officiellement disponibles. On va essayer de récupérer une information la plus à jour possible pour pouvoir décider et avoir une vision, un score de solvabilité aussi dans cette due diligence pour compléter un peu la vision. Le risque réputationnel, j'en ai parlé, le risque d'image. Donc là, il va falloir aller chercher tout ce qui va être positif ou négatif, nuisible en tout cas, sur l'entreprise et toutes les parties prenantes qui sont autour de votre entreprise. Et enfin, on terminera avec le risque conformité. Donc, vous voyez, on a carrément une vision assez complète on a eu en tout cas une vision assez complète du futur représentant commercial, en tout cas à l'étranger. Et ça a permis de voir un petit peu le risque pays aussi, aborder le risque pays par la même occasion, le risque de perception de la corruption de ce pays, qui est donné par Transparency International, vous connaissez certainement. Et puis, on a essayé de récupérer un score de solvabilité allié à un score global de conformité. Et tout ça pour qu'on ait, en tout cas notre client, a eu une vision complète de son futur représentant commercial à l'étranger et ça a permis en tout cas de mieux décider en toute connaissance de cause, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Merci beaucoup, Nouza, pour ces détails intéressants. Alors, de manière plus spécifique, comment fait-on aussi pour se préparer à développer un produit technologique en tenant compte des spécificités des marchés et de la concurrence à l'international? Alors, je peux peut-être répondre à cette question. Nous, on s'adresse à une industrie qui est très innovante et qui se base sur des technologies et des produits de haute technologie. Donc, le développement des produits technologiques, c'est souvent long et ça s'adresse souvent à des marchés qui sont internationaux, donc hyper concurrentiels.
Donc, il faut toujours s'assurer qu'il y a des espaces de liberté en fait pour développer des produits sur ces marchés et qui adressent au mieux le besoin en fait non couvert. Donc pour ça, il est souvent recommandé de faire d'abord un état des lieux, en fait, un état de l'art, par exemple, des technologies qui sont sur les marchés, qui sont en développement, d'identifier aussi les concurrents qui sont actifs et qui ont déjà des produits soit dans le pipeline, soit sur le marché. Donc, par exemple, à travers une étude de marché approfondie où on va croiser l'information des informations ouvertes, donc par exemple à partir des brevets, de l'information disponible dans des bases de données ou sur Internet, avec des interviews d'experts qui permettent d'affiner la compréhension des tendances, des besoins des clients et des forces et des faiblesses des concurrents. Pour vraiment développer un produit qui a une chance d'arriver sur le marché et qui sera capable de prendre des parts de marché importantes. Donc, c'est des démarches qui demandent du temps, mais qui sont quand même nécessaires à mettre en place avant de se lancer dans le développement, de viser une application qui peut s'avérer ne pas être la meilleure application parce que c'est difficile de pénétrer ce marché, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est important de mettre ça en place en amont, soit en interne avec des spécialistes, soit en faisant appel à des prestataires comme les membres du collectif IAS-Aura. Nous, on est dédié à ces activités-là. On a les ressources et le temps en fait pour faire ce travail-là. Merci beaucoup, Christophe. Donc, effectivement, si on veut avoir une bonne connaissance de son écosystème, il apparaît nécessaire de surveiller pour détecter tout ce qui est changement, évolution, les nouvelles formes de concurrence, les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment faire pour surveiller ces marchés et concurrents à l'international et quel processus peut-on adopter? Alors, un mot peut-être sur ce sujet. Effectivement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment constituer une connaissance en fait sur un marché, sur les concurrents et sur l'écosystème vraiment de l'entreprise. C'est-à-dire quels sont les produits des concurrents, quels sont les réels partenaires, fournisseurs, clients, régulateurs, influenceurs du marché. Donc, c'est vraiment connaître tous ces acteurs en fait qui vont graviter autour de l'entreprise et qui vont avoir une influence sur le marché. Donc, c'est tout cet écosystème en fait qu'on cherche en fait à connaître et à surveiller pour voir un petit peu comment ça bouge. Et donc pour ça, en fait, concrètement, nous, ce qu'on fournit, c'est des tableaux de bord interactifs actualisés qui vont permettre de fournir une visualisation des données et de son marché, ce qui est quand même assez immatériel quand même pour visualiser un marché. Donc nous, c'est ça qu'on va essayer de fournir, ça, de l'information de base qui va être traitée, qui va être interconnectée, qui va permettre de construire une connaissance. Donc par exemple, pour l'international, ce qui est intéressant, c'est déjà de faire une veille locale. Donc ça implique de savoir d'abord ce qu'on veut chercher, quels sont les marchés qu'on veut vraiment surveiller, les pays, les zones géographiques, et à partir de là, définir un plan de veille qui va être adapté à ce périmètre-là. Puis ensuite, on va rechercher toutes les sources d'informations qui vont être pertinentes, que ce soit des médias locaux, que ce soit les sites web des acteurs ou les réseaux sociaux, ou tout type de source en fait qui va être exploitable en langue locale généralement. Donc à partir de là, on fera des traductions, des synthèses, des rapports pour pouvoir exploiter ces informations-là et éclairer les décideurs dans les choix qu'ils ont à faire. Alors évidemment, quand on est à l'international, le but, c'est avant tout de créer un réseau humain. Là, on veut se développer, mais c'est quand même intéressant d'avoir une source d'information indépendante qui va récupérer toute l'information disponible pour fournir une connaissance. Et donc ça, le premier aspect, c'est vraiment tout ce qui est vraiment veille classique, locale, mais qui est très efficace pour savoir comment un marché évolue. Deuxième point qui est très intéressant aussi, c'est d'exploiter toutes les données disponibles de commerce international.
Donc aujourd'hui, en récupérant les données douanières et en farfouillant ce qui peut être intéressant dedans, on peut récupérer énormément d'informations très intéressantes pour tout ce qui est transport maritime, aérien, de récupérer, de savoir qui fournit quel produit, à qui, à quel prix et à quelle fréquence. Donc à partir du moment où on a des données comme ça, on peut récupérer beaucoup d'informations sur son propre marché et bien sûr optimiser aussi ses prix. Savoir à qui on va pouvoir, quels distributeurs sont dans quel pays on va pouvoir, avec lesquels on va pouvoir travailler. Donc voilà, en fait, il existe énormément d'informations disponibles, mais les entreprises sont pas, et les petites en particulier, n'ont pas forcément conscience que toutes ces données existent. Donc nous, on va récupérer ces données, les analyser, les formater pour en faire vraiment un outil d'aide à la décision. Voilà, pour faire un petit peu court sur le sujet. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que vous avez peut-être un exemple ou un cas concret à nous donner à ce sujet? On a encore un petit peu de temps. Par exemple, pour ces aspects de données de commerce international, par exemple, pour un client, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un de ses fournisseurs les plus importants sur le produit, un des produits les plus importants, eh bien, ce fournisseur vendait à cette société 25% plus cher que les concurrents. Parce que c'est une grande société, et donc ils se sont dit que, et donc en fait, ça a permis aux acheteurs de renégocier avec ce fournisseur, de renégocier le contrat et d'économiser 25% sur sa facture. Donc voilà, c'est un exemple très concret de données et de la façon dont la donnée peut être utilisée ensuite pour finalement augmenter ses marges. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Merci à tous en tout cas pour ces éclairages et vos expertises respectives. C'est important de pouvoir vraiment connaître les différentes étapes de l'information stratégique dans le cadre notamment d'un développement à l'international. Alors, je vois dans le chat qu'il n'y a pas de questions encore, mais voilà, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans ce chat. Sinon, on va pouvoir peut-être continuer avec des questions peut-être plus ponctuelles ou plus… par exemple, est-ce qu'on est concerné par un dispositif anticorruption quand on est une TPE-PME, par exemple? Ce type de questions. Alors, Mais déjà, est-ce que vous en n'hésitez pas en tout cas à le mettre dans le chat. Nouza, si tu veux répondre. Oui. Je veux bien. Oui, effectivement, la loi Sapin 2, je vous rappelle, c'est vrai que les assujettis sont des grands comptes. C'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 salariés au moins. Donc, a priori, les TPE-PME ne sont pas directement concernés par le champ d'application de cette loi. Mais de plus en plus, et parce que nos clients nous sollicitent souvent, de plus en plus, vous avez peut-être même dû vous-même avoir eu ce genre d'évaluation, vont regarder un petit peu vos dispositifs en interne pour voir si vous êtes conforme ou en tout cas si vous n'allez pas plus tard représenter un risque pour eux, un risque de corruption, de réputation, etc. Donc même si effectivement le champ d'application, cette loi ne s'applique pas aux TPE-PME, il n'empêche que ça reste un atout stratégique, concurrentiel par rapport à un autre concurrent chez vous ou dans le cadre d'un appel d'offres, parce que ce grand compte avec lequel vous allez traiter demain, ou en tout cas avec lequel vous allez traiter demain, va regarder ce dispositif en interne. Donc vous, en tant que TPE-PME, si vous avez une démarche volontaire de mettre en place ce dispositif anticorruption, allégé, évidemment, on ne va pas vous demander d'être aussi carré qu'un grand compte, mais n'empêche que cette démarche volontaire va vous permettre, de mieux vous positionner sur les appels d'offres demain, ce qui n'est quand même pas négligeable dans un contexte géopolitique et de crise sur crise assez intéressant. De deux, de présenter quand même un dispositif, même s'il est allégé, face à des acteurs financiers, je pense aux banques, je pense aux fonds d'investissement. Vous les sollicitez dans le cadre de PGE, au cas où un fonds d'investissement s'intéresse à votre business, par exemple. Et puis, on ne sait jamais, ça vous permettra, vous aussi, d'avoir des preuves et puis d'organiser, si jamais vous êtes attaqué, entre guillemets, dans le cadre d'une affaire de corruption, à avoir des preuves circonstanciées que vous pourrez montrer aux donneurs d'ordre, si jamais vous aviez un sujet, en tout cas, de sanction, par exemple, d'un de vos fournisseurs à vous ou d'un de vos clients à vous. Parce que, je rappelle rapidement juste le dispositif, il faut évaluer la probité de l'ensemble des tiers, c'est-à-dire clients, fournisseurs, co-traitants, prestataires. Donc, vous êtes prestataire. Donc, il faut faire très attention à ce dispositif-là. Donc, en résumé,
Effectivement, ça ne vous concerne pas au niveau légal, mais d'un autre côté, il faut vraiment vous y préparer et ça sera un atout compétitif demain pour vous, sans aucun doute. Et merci beaucoup, Nouza. Et de manière générale, à qui s'adressent généralement vos services? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez un profil type finalement d'un client, juste pour donner des exemples un peu? Si quelqu'un veut répondre à cette question. Ça dépend un petit peu des activités de chacun, mais pour notre part, on s'adresse autant à des grands groupes internationaux qui sont leaders sur leur marché qu'à des startups, souvent des PME. Donc voilà, on est des petites structures et on est justement agile pour pouvoir intervenir pour n'importe quel type de client. C'est, je pense, de moins en moins une question de taille d'entreprise. Finalement, l'intelligence économique, l'information décisionnelle, eh ben, finalement, s'adresse aux entreprises qui sont innovantes et internationales. Finalement, qu'elles soient petites ou grandes, ce qui compte, c'est à partir du moment où une entreprise innove et est sur un terrain de jeu international, alors elle a énormément besoin d'informations pour l'aider dans sa prise de décision. Tout à fait. Oui, aujourd'hui, Merci, moi je Alexandre. m'aperçois, étant un peu sur 360 degrés grâce à l'information, que c'est vraiment tout type d'entreprise. Que ce soit industriel, que ce soit dans les services, que ce soit même dans les plus petites et les plus incongrues, agences immobilières, que ce soit des investisseurs, des gens qui font des fusions-acquisitions. Enfin, vraiment, on touche de l'industriel au financier, parce que le renseignement, c'est juste, c'est la première, c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour la prise de décision. Donc, on est dans le flou encore plus quand on est sur l'international, du fait des kilomètres, du fait, on l'a vu avec le Covid, hein, on a continué à faire des opérations de due diligence, donc de renseignements sur des structures entières parce que les futurs acheteurs ne pouvaient pas se déplacer. On était en Corée du Sud, impossible de se déplacer, de se connaître tout l'environnement et pourtant c'était sur une fin de signature. Donc tout ce genre de choses vraiment touche. Comme le disait Alexandre, c'est vraiment toutes les tailles, toutes les entreprises selon les problématiques. Ça peut être aussi en défense, hein, quand on est attaqué, que ce soit en cybersécurité, que ce soit, voilà, il y a plein de choses à faire en sensibilisation et tout ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il y a plus que les grands groupes et au contraire. Et je pense qu'on est là, nous, pour passer ce message-là. À moindre coût, tout le monde peut faire de l'intelligence économique et se battre avec les mêmes armes. Et parfois, se battre contre des groupes qui eux-mêmes ne font pas l'intelligence économique. Donc, c'est vraiment un avantage concurrentiel très fort. J'ai une question alors dans le chat. Oui. Ah ben je voulais. Oui, ben, je vais finir puisque l'exemple qu'a donné Christophe est intéressant, c'est-à-dire que il faut savoir aussi se protéger. Moi, j'ai des exemples hein, de mon expérience, notamment chez Airbus. Bien souvent, les petites entreprises deviennent des supply chains, si vous voulez, pour les grands groupes ou les entreprises les plus importantes. Et quelquefois, ces entreprises ont des lacunes concernant les risques de prédation sur leur savoir-faire et surtout aussi sur ceux de leurs donneurs d'ordre. Et ça, il faut qu'ils en soient, que ces petites entreprises en soient conscientes. Et on est là aussi pour les aider justement à cette prise de conscience et à les aider à se protéger et à protéger leurs donneurs d'ordre. Voilà, c'était une petite précision que je voulais donner. Donc une question, merci Patrick. Une question dans le chat qui dit qu'effectivement, c'est difficile généralement pour une TPE ou une PME de mettre en place une démarche d'IE en interne parce que ça exige beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Quelles sont selon vous du coup les actions à prioriser, à mettre en place? Peut-être commencer à répondre. C'est pas si l'entreprise, justement, moi, je sais que l'entreprise, avec peu de moyens, peut s'organiser. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez peu de personnes, il faut d'abord faire un petit audit auprès de ces personnes, pour savoir quelles sont les plus à même de recueillir des informations stratégiques. La curiosité est quelque chose qui doit être pris en compte.
Et avec ce petit nombre de personnes, ça ne veut pas dire qu'elles feront de l'intelligence économique à 24 heures sur 24, à 100% de leur temps. Et moi, j'ai souvent imaginé et proposé à ces entreprises de prendre certaines personnes dans différents secteurs de leur entreprise qui travaillent 10% sur la recherche d'informations stratégiques pour les acheminer effectivement vers une petite cellule de synthèse où une seule personne dans une entreprise, une petite entreprise, peut être, si vous voulez, le référent intelligence économique auprès du. Ça demande peu de choses. Cela dit, il faut l'organiser. Moi, je suis là pour aider à organiser ces petites entreprises. Et Ambline, pardon, vas-y Christophe. Et juste pour compléter le propos de Patrick, aussi la clé, c'est le partage de l'information, parce que bien souvent, chaque personne dans une entreprise détient des informations et il faut arriver à les mettre en commun pour partager les informations. Et c'est la base en fait de l'intelligence économique et après d'organiser un petit processus de recherche d'informations, comme l'a expliqué Patrick. Ça permet de monter en puissance avant de passer sur des choses plus sophistiquées. Et puis pour réagir aussi, comme je le disais peut-être au début, mais c'est vrai que la formation interne, même simplement du dirigeant, de savoir-faire, même s'il ne va pas l'utiliser lui-même, mais de connaître les possibilités de ce que c'est que la veille, ce que c'est que le renseignement économique, l'OSINT, et puis d'autres techniques de l'intelligence économique, ça lui permettra de savoir ce qu'il peut faire et donc de s'approprier ces savoir-faire, quitte à le faire par des experts externes, ou de pouvoir très rapidement réagir, mettre sa propre veille, se mettre une structure à lui, à une personne dans l'entreprise. Donc, en final, c'est assez facile, c'est une volonté. Je pense que c'est d'abord une sensibilisation. Et une fois qu'on a compris l'intérêt, c'est pas un problème de coût, parce que ça rapporte beaucoup plus que ça ne coûte. Donc c'est vraiment, et puis il y a des aides sur la région, des aides, voilà, il y a des choses, il faut regarder un petit peu avec la Chambre de commerce et puis avec d'autres acteurs comme BPI et autres. Il y a quand même beaucoup d'aides, et puis pour les formations et les OPCO. Donc il y a vraiment des choses à moindre coût pour pouvoir connaître, savoir-faire, faire ou faire faire. Très bien, merci Christophe. Effectivement, dans ce même cadre-là, j'avais une deuxième question qui demandait vraiment les outils faciles d'accès qui sont à disposition des entreprises qui veulent se lancer dans une démarche d'IE. Donc, on parlait effectivement d'abord d'audit, de veille, de formation. Mais est-ce que vous avez d'autres outils en tête justement pour permettre à ces entreprises d'accéder de se mettre dans une vraie démarche d'IE? Il y a tellement d'outils disponibles. Il y a tellement d'outils disponibles que, effectivement, après, c'est à chacun de trouver ses outils. On pourra certainement en partager. Mais comme il a été dit, je pense que ce qui est vraiment important, c'est l'organisation, en fait. À partir du moment où il y a une organisation interne, et ça coûte rien de s'organiser quelque part. Donc, ça, c'est possible que les petites entreprises, finalement, mettent en place un dispositif organisationnel humain qui ne coûte rien quasiment à l'entreprise, avec des outils simples, des outils basiques, du Excel, de l'email, des choses très, très simples. Mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est d'être à l'écoute de son environnement. Donc, en fait, que chacun dans l'entreprise, finalement, puisse être à l'écoute et capturer de l'information qui soit intéressante, et puis de la mettre en commun, de la partager comme ça a été dit. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est important, parce que ça peut être aussi en face à face, par exemple, on va rencontrer un fournisseur, on va apprendre de l'information, c'est pas en ligne, mais par contre, on peut essayer de récupérer cette information, la partager avec les collègues. Et c'est vraiment ce dispositif-là qui est vraiment extrêmement important. Et après, la question d'outils, elle est vraiment secondaire. Bien sûr que c'est important d'avoir des sources, d'avoir des outils. L'intelligence artificielle est extraordinaire, évidemment, est un outil très important pour les PME aujourd'hui, de manière à faciliter beaucoup de travail qui peut être fait. Mais c'est secondaire parce que si on amène beaucoup d'informations, mais qu'on n'est pas organisé et qu'on ne sait pas la traiter derrière au niveau de l'organisation, alors ça ne sert à rien du tout. Donc, la base, c'est l'organisation.
Je rejoins Alexandre sur le fait que c'est avant tout de savoir, de connaître les stratégies. Après, les outils, même vous allez sur le site du portail de l'intelligence économique, hein, qui est réalisé par les élèves de l'école de guerre économique de Paris, vous trouverez tous les outils qui existent sur le marché. Là n'est pas la question, parce que ça, les outils, ça va dépendre si c'est de la veille, si c'est de la cyber-investigation, si c'est du renseignement, si c'est voilà, il y a beaucoup d'outils, des gratuits, des payants, et donc il faut quand même passer, je pense, par un expert pour adapter ces outils-là à l'entreprise. Mais en tout cas, c'est avant tout la stratégie qui prime surtout. Le reste, il y a. En tout cas, il y a des très bons outils. Avant peut-être de mettre en place des outils de collecte et de traitement de l'information, ce qui est important, c'est aussi les sources d'information. Bien identifier les sources d'information qui correspondent à son marché, pas non plus multiplier, en avoir une centaine, mais cibler sur les plus pertinentes. Et pour déjà avoir un flux d'informations à jour qui correspondent bien à son marché et aussi un volume d'informations qui correspond à sa capacité de traitement. Effectivement, si après on veut passer sur une étape supplémentaire, c'est passer sur des outils qui permettent de screener beaucoup de sources d'informations et de traiter de l'information comme l'a évoqué Alexandre ou Christophe, mais c'est déjà la première chose, c'est les sources d'informations pertinentes, bien les identifier, qui correspondent au domaine technologique, au marché géographique aussi, pas avoir que des sources franco-françaises si on cible l'Europe ou les États-Unis, etc. J'ai une question. Mais comme vous l'avez dit, en fait, c'est d'abord une question d'organisation. Et là, à moindre coût, on peut vous aider. C'est-à-dire qu'une petite entreprise, elle nous appelle, elle m'appelle. Je peux me faire aider pour tout ce qui est outils. Je peux me faire aider effectivement par Alexandre dans un premier temps. Et à moindre coût, c'est déjà une organisation au sein de l'entreprise. Et ça, tout le monde l'a dit et tout le monde est unanime pour dire que c'est la priorité numéro un. Mais c'est Pour vrai pas qu'il y ait de frustration, je vais vous donner un outil que j'utilise pour la veille, hein, qui est InnoRaider. Mais si vous allez sur InnoRaider et que vous créez votre compte, vous allez voir que très rapidement, si vous ne savez pas structurer votre recherche dessus, vos mots-clés, votre environnement et tout ça, vous allez passer énormément de temps pour des résultats qui ne seront pas obligatoirement satisfaisants. Donc l'outil ne remplace pas avant tout le savoir-faire. Voilà, je vous en ai donné un quand même, qui est le mien, enfin qui est un des miens, mais voilà, on en a des dizaines tous, voilà, mais c'est pas c'est moins le sujet que la stratégie. C'est vrai qu'il faut perdre de vue l'objectif en fait. Hein, pourquoi je veux engager une démarche d'intelligence économique. Déjà, effectivement, comme l'a dit Patrick, il faut structurer l'information en interne. Hein. Moi, je vois beaucoup de clients qui ont beaucoup de données en interne et ils se sont organisés en silos, ils ne partagent pas trop l'information. Et effectivement, les outils, on a plein. Et comme vient de le dire Christophe, vous pouvez perdre du temps hein, parce qu'il faut vous habituer, vous adapter à l'outil. L'accompagnement par un expert vous permettra de bien clarifier tout ça, d'utiliser les bons outils qui vont être adaptés à votre activité, à votre zone géographique, à votre typologie de client. Donc, il faut vraiment, pour ne pas perdre de temps, hein, tout simplement, et ce n'est pas forcément une question budgétaire parce qu'il y a beaucoup d'outils gratuits, des outils payants, les experts ont déjà des accès, donc profitez-en aussi. Donc, toute cette expertise-là, on la met à votre service pour avoir justement une information la plus qualifiée possible qui vous sert au quotidien dans votre démarche d'intelligence économique parce que c'est avant tout d'abord une démarche et elle est accessible à tous. On en a déjà parlé, mais j'ai quand même une question là-dessus sur comment effectivement organiser en interne. Est-ce qu'on a un exemple concret d'un type d'organisation interne? Quel peut être un exemple à ce sujet-là? Moi, je peux le donner. Je me suis quand je suis arrivé chez Airbus, vous voyez, même dans un grand groupe, et comme l'a dit justement Nouza, dans cette grosse entreprise, il y avait, c'était organisé en silos, c'est-à-dire que chacun détenait un peu d'informations, mais ne la partageait pas puisque les silos étaient complètement opaques. En fait, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé dans tous les services et j'ai, avec l'accord du chef de service, désigné effectivement un référent
un référent intelligence économique qui travaillait pour moi, puisque j'étais celui qui recueillait avec mon groupe au sein du groupe, je recueillais donc toutes les informations et petit à petit, bah, je les animais et j'animais ce réseau. Je faisais travailler les uns et les autres en fonction des besoins en information, du type d'information demandée, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans une toute petite structure, ça peut être effectivement la même chose, même s'il n'y a pas plusieurs services, il y en a quand même, il y a quand même peut-être de la communication, il y a peut-être quand même des ressources humaines, etc., etc. Il suffit d'aller faire un audit auprès de chaque employé pour savoir quelles sont ses compétences, etc., etc., et organiser. Et ensuite, organiser au sein de l'entreprise un nombre d'heures pour lequel telle ou telle personne travaillera à la recherche d'informations. Ça peut se faire très facilement et sans pénaliser, si vous voulez, chaque service, etc., etc. Voilà. Voilà l'organisation grossièrement dressée que je peux vous faire. Mais bon, vous pouvez me prendre contact avec moi et puis on peut en discuter pour chaque entreprise. Je vais prendre un exemple aussi qui est un petit peu atypique, c'est la banque Canto. La banque Canto, qui est une banque en ligne pour les professionnels, ils ont sensibilisé tout leur personnel, tous leurs collaborateurs. Ils ont un compte Instagram privé et une personne qui est derrière pour gérer. Et chaque personne qui trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue marketing, d'un point de vue concurrentiel et autres, prennent une photo et l'envoient sur ce compte. Donc, ils reçoivent tous les jours, et ça, c'est du renseignement, entre guillemets, simple, c'est un peu atypique, mais ils sont vraiment rentrés dans cette démarche de renseignement. Donc là, c'est par rapport surtout à la concurrence, par rapport à des idées de marketing et autres. Mais voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais l'organisation, c'est vrai que c'est pas mal de passer quand même par un professionnel qui permet de poser les choses, pour poser les forces et les faiblesses, les opportunités pour pouvoir savoir est-ce que c'est le directeur export qui va être formé, est-ce que c'est tout le personnel qui va jouer un certain rôle, est-ce qu'on a plus d'informations en interne qu'en externe, est-ce qu'on est voilà. Et ça, c'est une fois que c'est un peu dégrossi que la stratégie d'entreprise est mise en place, et là on peut donner des noms de collaborateurs à des missions, et puis voilà quoi. Juste un mot là-dessus pour faire très très court. Je pense qu'en termes organisationnels, il y a deux choses qui sont importantes à mettre en place. La première chose, c'est ce qu'on appelle un comité de veille. C'est en fait, c'est une organisation, un groupe qui peut être d'ailleurs relié à un autre groupe qui est déjà constitué dans l'entreprise et qui va reprendre toutes les informations qu'il reçoit et essayer de les transformer en action. C'est à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on lance un projet là-dessus, et on creuse, toujours en étant à l'écoute de l'environnement. Donc ça, je pense que c'est vraiment le noyau central en fait de tout le dispositif d'intelligence économique qui doit être mis en place. Et le deuxième outil qui est intéressant à mettre en place, c'est ce qu'on appelle des notes d'étonnement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur va quelque part et qu'il est étonné de quelque chose, à ce moment-là, il fait un petit rapport, un petit mail qui est organisé, qui part quelque part et dit tiens, j'étais étonné de voir que… Et ça, souvent, c'est des petits éléments, des signaux faibles qui sont intéressants d'organiser dans l'entreprise. Merci Alexandre. Alors, ça pourrait être une conclusion, mais on a une question. Savoir en fait, comment savoir si une information est stratégique et utile à l'entreprise? Comment on peut savoir? Comment on peut détecter, comment détecter ça en fait? C'est une entreprise qui va répondre à une problématique stratégique de l'entreprise ou qui va permettre de changer l'évaluation qu'on peut avoir d'une menace ou d'une opportunité. Alors c'est vrai, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a tellement de bruit, tellement d'informations, on parlait de signaux faibles, de signaux forts, c'est avant tout l'expert ou la personne qui va faire de la veille ou du renseignement, de la cyberinvestigation, qui va faire quand même un premier filtre.
Donc en final, souvent on travaille en cartographie, on travaille après en synthèse de toutes les informations, parce que on peut pas sur chaque événement, enfin sur chaque opération, sortir un document de 400 pages. Donc il y a vraiment ce travail d'analyse et de regarder justement avec le client quelles sont l'information qui sera pertinente. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail du professionnel d'enlever tout ce qui est inutile, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Tout ce qui est aussi pot de miel, hein. Il peut y avoir des stratégies de certaines entreprises qui laissent des os à ronger où on est dessus, et puis derrière les vraies informations elles sont ailleurs. Donc voilà, mais ça c'est je pense que c'est le professionnel qui donne la quintessence de la recherche de l'information, et après, si le travail est bien fait, il reste, je dirais, aux dirigeants le choix d'une cartographie risque, opportunité, information stratégique, qui va justement, c'est tout l'intérêt, lui permettre d'aller très très vite dans sa prise de décision, ou de découvrir un loup qui se cache derrière le bois. En tout cas, oui, vas-y, Moussa. Ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, l'information, elle est stratégique et utile pour l'entreprise si elle est rare déjà, si elle est difficilement accessible, et en plus, on est à l'international, hein. Donc effectivement, avec des articles ou de la presse, par exemple, en langue étrangère, donc ça rend l'exercice un petit peu plus compliqué. Donc, et puis surtout, il faut la recouper, il faut l'actualiser, parce que, comme l'a dit Christophe, elle peut être fausse, hein. Donc effectivement, le recoupement d'informations par plusieurs sources, voilà, faire des interviews directes, des visites sur place, hein. On peut aller jusqu'aux visites sur place quand il y a vraiment des enjeux sur le long terme. Donc, l'information, elle est utile et stratégique pour vous, dans la mesure où elle est rare et elle est vraiment actualisée. Ça, c'est important. Oui, moi, même pour simplifier un peu, pour une petite entreprise, la première chose à voir, c'est le chef d'entreprise, il se donne des objectifs, il donne des objectifs à son entreprise. Pour atteindre ces objectifs, il a besoin d'un certain nombre d'informations nécessaires, ne serait-ce que sur ses concurrents, ne serait-ce que sur les recherches et développements qui existent, soit en France, soit en Europe, soit dans le monde. Et tout ça peut être déterminé en fonction des objectifs de l'entreprise. Ensuite, donc de la recherche, qu'est-ce que je vais rechercher comme information qui pourra m'aider à atteindre ces objectifs? Et ensuite, peut-être quelles sont les informations qui vont permettre de me protéger, de protéger mon entreprise et de protéger ma valeur ajoutée, etc. etc. Voilà, c'est ce type-là, c'est ces questions qui peuvent, que nous, enfin les spécialistes, vont vous aider à rechercher quel type d'information stratégique je dois essayer d'avoir. Voilà. Merci beaucoup. Juste un mot, je sais que le temps file, mais quand même juste un mot pour préciser, parce que c'est vrai que c'est une question qui est importante pour nous qui faisons de la veille. Comment est-ce qu'on sait que ce qu'on capture est intéressant pour l'entreprise? Ben, c'est pour ça qu'au départ, en fait, on fait un plan de ciblage, ce qu'on appelle un plan de ciblage, qui est en fait de déterminer toutes les cibles en fait qui sont intéressantes pour l'entreprise avec des niveaux de priorité. Donc, on va savoir que tel concurrent ou tel marché, il est très important, celui-là un peu moins. Et en fait, bah, du coup, lorsqu'on leur capture une information, si ça coche des cases, c'est que c'est pertinent quelque part, si on veut être un petit peu simple. Bien sûr, après, il y a l'importance de l'information, mais déjà, le plan de ciblage est déjà une indication très importante pour savoir si on est dans le scope ou pas de l'entreprise et qu'on va pouvoir impacter son business. Tout à Après, fait. Oui. Vas-y, Patrick. Non, vas-y, Moussa, je t'en prie. Bon, simplement pour compléter ce que vient de dire Alexandre, après, une fois effectivement qu'on a ciblé, hein, comme tu dis, il faut faire attention et il faut aller voir un petit peu la santé aussi des partenaires, parce que on cible, c'est très bien, mais ensuite, il faut vraiment regarder si ce partenaire n'est pas défaillant, ne risque pas que vous ne risquez pas d'avoir un impayé, hein, parce qu'on sait que le nerf de la guerre, surtout pour les petites entreprises, pour les grandes aussi, mais a fortiori pour les petites entreprises, c'est le chiffre d'affaires. Hein, donc, vraiment se renseigner sur un partenaire, voir sa fiabilité, sa pérennité, sa résilience. On parle beaucoup de résilience aujourd'hui. C'est important aussi, hein, et on va dans une granularité avec une data plus orientée financière, mais il n'empêche qu'il ne faut pas se prendre d'impayé.
Ça, on sait qu'une entreprise sur 3, elle ferme la porte à cause d'un impayé client. Donc, il faut faire attention aussi à ce volet. Oui, j'avais une dernière question dans le chat autour plutôt de l'intelligence artificielle. Quelle part peut-on donner à l'intelligence artificielle et la consolidation des datas de veille concurrentielle ou commerciale recueillies en intelligence économique? Peut-être qu'on pourra développer ça peut-être après ce webinaire si vous souhaitez contacter les différents intervenants. Mais est-ce que quelqu'un peut répondre peut-être rapidement en une phrase pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps maintenant? En une phrase, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, l'intelligence artificielle aujourd'hui est mature et que c'est vraiment une révolution évidemment majeure depuis la création d'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment démultiplier finalement des capacités de traduction, de synthèse, d'extraction de concepts, de restructuration de contenus déstructurés. Enfin, on peut faire énormément de choses avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est aussi un levier pour les petites entreprises pour finalement compléter des lacunes des petites entreprises en ayant un accès en fait très rapide à la connaissance, à l'information. Oui, je compléterai quand même ce que vient de dire Alexandre en disant tout ça est très bien, mais à la fin, il y a quand même l'observation, l'œil humain, la sensibilité, l'intuition, etc., qu'il faut toujours garder en mémoire. Oui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est un accélérateur et ça va donner de la productivité. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. C'est-à-dire que c'est un accélérateur de productivité. Merci beaucoup, mais c'est très clair. Malheureusement, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie en tout cas à tous de votre participation. N'hésitez surtout pas à faire appel au collectif IES Aura si vous avez la moindre question, si vous avez un projet quelconque. Voilà, vous avez donc les coordonnées là, de chacun des intervenants du collectif. Mais n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site internet d'IES Aura. Voilà, un grand merci en tout cas pour votre participation. Vous avez eu pas mal de questions très intéressantes, donc merci à tous. Merci beaucoup. Et le site c'est intelligence-aura.com. Ouais, il apparaît juste ici, il me semble. Julie. Hop là. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci aux participants et aux questions. Vous allez recevoir un questionnaire, comme je l'ai dit au début de l'atelier, un questionnaire de satisfaction. Vous recevrez également un lien qui vous enverra sur l'enregistrement sur YouTube de ce webinaire si vous voulez le voir ou le diffuser. Et vous avez là les contacts des intervenants, mais n'hésitez pas non plus à contacter la CCI à ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Merci Julie. Merci à vous. Merci. Merci. Et merci Ombline. Allez. Bonne journée. Merci à tous. Oui, merci Ombline. Merci Ombline. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.